Et j'appelle maintenant le professeur Brigitte Jolès-Haberly de Lausanne sur la réalité augmentée au service de la prise en charge de l'arthrose. Alors, la problématique, on l'a déjà bien vu cet après-midi, l'arthrose est en augmentation constante avec des accidents de loisirs qui sont augmentés, qui vont occasionner des arthroses 10 à 20 ans plus tard, un poids moyen de la population en général qui augmente, qui fait des excès de contraintes sur les articulations, le vieillissement de la population elle-même. Donc, on a des facteurs de risque qui sont en constante augmentation dans toutes les tranches d'âge. On a ainsi des activités de loisirs et des relations sociales qui sont diminuées en cas d'arthrose. Ça favorise la sédentarité, les problèmes cardiovasculaires, donc on entre dans un cercle vicieux. Et en 2024, on n'a toujours pas vraiment de solution. C'est la principale cause de handicap physique de la population. Cette arthrose, c'est la première cause de consultation après les maladies cardiovasculaires. On considère que c'est 30% de la population mondiale, 65% des personnes de plus de 65 ans et 80% des personnes de plus de 80 ans. Ça a des coûts énormes pour la société, c'est environ 4 milliards d'euros selon les estimations de l'INSEE. Des coûts en termes médicaux, médicaments, kinésithérapie, en termes chirurgicaux, en termes d'arrêt de travail, et c'est toujours en augmentation constante. Quand on arrive au stade terminal, qu'on envisage la prothétique, on voit pour la prothétique de genou en particulier que 20% des patients sont toujours non satisfaits. Il nous faut minimum 10 ans pour obtenir l'évaluation d'un nouvel implant. Et dans les études scientifiques, on a souvent des cas classiques. Ça couvre à peu près 30% des patients pour qu'on puisse avoir des situations qui sont comparables les unes avec les autres, mais ce n'est pas forcément représentatif de la population générale avec l'arthrose. Les registres sont très importants, c'est des excellents lanceurs d'alerte. Ils voient les paramètres catastrophiques, en particulier les révisions, mais ils ne donnent pas de solution pratique pour les patients. Et si on regarde les prévisions pour les 10 à 20 ans qui viennent, en termes de prothétique du genou, on envisage une progression de 600% des pauses au niveau mondial. Et on a déjà 2 500 000 pauses à peu près chaque année dans le monde. Donc, il faudrait arriver à introduire et à inclure des paramètres cliniques et de vie quotidienne qu'on n'a pas actuellement et inclure tous les patients qui ont besoin d'un traitement avec leurs particularités. Pour le patient, lorsqu'il arrive au stade de la prothèse, il lui faut une reconstruction durable de l'articulation. On l'a vu en termes d'alignement de son membre, en termes de longévité de l'implant. Et il faut une reconstruction qui soit fonctionnelle, donc qu'il soit stable, avec pas de douleur et une reprise possible de ses activités quotidiennes et de loisirs. Pour le chirurgien, il faut prendre les bonnes décisions. Il y en a plusieurs. Au niveau de la technique opératoire, quelle qu'elle soit, il faut appréhender avant l'intervention les difficultés. Donc, il faut faire un bon examen clinique. Il faut prévoir les corrections à effectuer. Donc là, on a les examens radiologiques standards. Si on veut du 3D, on doit passer maintenant à ces protocoles réduits de scanner qui donnent ces images avec une meilleure prise de décision. Et décider du choix de ce morphotype final, on l'a vu avant, ce n'est pas toujours facile. Et choisir les outils pour aider à reproduire ces décisions, que ce soit une instrumentation standard, la navigation, les guides sur mesure imprimés 3D, la robotique, qu'elle soit d'assistance ou autonome, les lunettes de réalité virtuelle qui arrivent, on en est au balbutiement actuellement, ça va probablement se développer, les prothèses sur mesure. Mais on voit que toutes ces décisions, elles sont prises sur la base d'une analyse statique du patient. Elle est clairement importante, mais finalement, le patient, il se plaint quand il est en mouvement. Donc, on aimerait avoir une analyse de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans une hanche, dans un genou, dans une épaule, chez chaque individu, en temps réel, en termes de mouvement et en termes de répartition des contraintes. Et c'est tout le but des nouvelles installations qu'on a inaugurées vendredi passé au Swiss Biomotion Lab à Lausanne et que je vais vous présenter en quelques mots. L'idée, c'est d'avoir des données dynamiques, en qualité et en nombre. Et c'est possible grâce à la réalité mixte, augmentée ou virtuelle. Si on reprend les points précédents, on peut compléter les questionnaires, les prompts et l'examen clinique par des données en situation de vie courante, en mouvement, en mettant les gens, en les immergeant dans un écran géant parabolique avec un tapis roulant où ils peuvent marcher à leur vitesse habituelle. On obtient ainsi des données nombreuses qui sont continues sur des centaines, voire des milliers de cycles de marche. On peut les faire marcher 10 à 20 minutes. On obtient des données de nature différente. On voit des caméras infrarouges qui sont positionnées tout autour du tapis roulant. On a des plateformes de force pour connaître les forces sur chaque jambe
pendant que les patients marchent. On peut intégrer des EMG de surface pour avoir l'activité musculaire. Et ainsi, quand le patient marche, que ce soit dans une forêt, en montant ou en descendant, que ce soit au bord du lac, ou que ce soit dans des conditions de vie quasi réelles, on va pouvoir mieux que simplement sur une radiographie où on voit ici de face et de profil en Schuss, donc à 30 degrés de flexion, que l'articulation se positionne très différemment. On va étudier ce qui se passe à tous les moments du cycle de marche. On peut mettre plus ou moins de capteurs qui nous permettent de connaître la position des segments osseux, qui nous permettent de calculer les forces en jeu en faisant de la dynamique inverse et en calculant les mouvements des articulations et leur mobilisation au cours du cycle de marche. Donc, le patient se concentre simplement sur sa marche et on peut analyser directement la position des segments osseux avec toutes les caméras infrarouges sur une dizaine d'angles différents. Et puis, grâce aux plateformes de force, on a les forces en jeu directement à chaque cycle de marche. Et si vous voyez, le tapis est séparé en deux parties. Le patient s'en aperçoit pas, mais on a des plateformes de force en avant ou en arrière qui permettent de séparer ce qui se passe sur les deux jambes tout au long du cycle de marche. On a ainsi des données cinématiques, donc les déplacements, l'orientation des segments du corps, les angles des articulations, des paramètres spatio-temporels, c'est-à-dire la foulée, l'écartement des jambes, la position des pieds au sol, des données cinétiques sur les forces de réaction, les moments de force. On peut adapter ça aussi à des changements de position pour savoir ce qui se passe simplement quand on se lève d'une chaise. On travaille aussi sur les données structurelles plus précises. On parlait tout à l'heure de ce qui se passe sur l'os. On étudie aussi avec des séquences CT et IRM dédiées ce qui se passe au niveau du cartilage, mais aussi au niveau de l'os sous-chondral, où il y a des variations très différentes selon les patients. Tout ça pour arriver au choix du morphotype du genou. Donc, cette question soulevée depuis longtemps. Qu'est-ce qu'un genou sain? Qu'est-ce qu'un bon morphotype? Donc, on a étudié ces 2 dernières années 400 patients et on s'apprête maintenant à étudier plutôt 1000 patients avec arthrose. L'idée étant de créer, quand les patients marchent, leur jumeau numérique, puis de trouver des solutions propres à chaque constitution du patient, les traiter sur le jumeau numérique pour voir comment ça modifie sa marche, et après demander au patient, par diverses solutions possibles, de suivre son jumeau numérique pour s'améliorer, de créer quelque part le positionnement de la prothèse par rapport à son jumeau numérique pour voir comment il va marcher ensuite, et ainsi imprimer ses guides 3D ou nourrir un robot ou des lunettes virtuelles pour aller en salle d'opération dans les meilleures conditions. Nourrir ces outils chirurgicaux, ce sera donc très important puisque c'est la décision clé au moment de l'opération. On veut aussi pouvoir planifier la rééducation post-opératoire, qui est aussi clé pour le patient. On peut le faire juste quelques jours après l'intervention. On peut le faire lors des phases de rééducation à quelques semaines. On peut aussi potentiellement l'aider pour la reprise des activités quotidiennes comme les ports de charge. On peut aussi regarder ce qui se passe au niveau des activités de loisirs pour reprendre de la meilleure façon qui soit. Et avec ce genre de système, on va pouvoir analyser les résultats des implants et de la marche du patient, mais à beaucoup plus court terme, puisqu'on va générer des milliers de données, voire des millions de données. Le but étant de créer à terme des modèles prédictifs pour obtenir des paramètres importants à intégrer dans la conception des futurs implants, et puis de créer des traitements qui soient plus personnalisés en fonction de la signature de marche propre à chaque patient. L'idée étant de créer cette fois-ci un cercle vertueux où à chaque fois qu'on prend en charge une situation, on permet d'améliorer toute la chaîne de prise en charge. La meilleure prise en charge de l'arthrose, probablement, vous avez vu surtout un aspect biomécanique. On a vu aussi dans cet après-midi qu'il y a un grand aspect biologique. Il y a les aspects structurels et l'aspect du patient lui-même. On travaille aussi sur quelques aspects au niveau du liquide articulaire et des propriétés qui sont visiblement très surprenantes par rapport aux métaux des prothèses. On a commencé à publier quelques études. D'autres études sur la structure du cartilage et de l'os sous-chondral, comme on l'évoquait tout à l'heure. À terme, on espère, avec ces millions de données, ce fameux big data et les algorithmes d'intelligence artificielle, combiner toutes ces données mécaniques, biologiques, structurelles et symptomatiques du patient pour prendre le mieux possible en charge cette maladie et diminuer tant ses conséquences que sa progression. Actuellement, au niveau du Swiss Biomotion Lab, on veut introduire donc cette intelligence artificielle pour lier les données des patients, des registres cliniques, les scores, les PROMS, les analyses radiologiques
les CT 3D, les éventuelles complications, le suivi qualité et sécurité qu'on fait pour les patients, les données des registres locaux et nationaux, avec ces conditions de vie dynamiques, pour avoir des données articulaires cinématiques, cinétiques, dans des conditions de vie les plus réelles possibles, éventuellement les données EMG. Et on veut pouvoir le faire aussi pour des stades moins avancés de l'arthrose, peut-être à détecter ces phases où les rhumatologues pourraient intervenir de façon plus précoce, avec ces fameux apprentissages ludiques que l'on peut faire sur des solutions personnalisées en aidant à restaurer la biomécanique et un maintien d'une bonne cinématique. On travaille sur des processus où on essaye simplement d'analyser les empreintes au sol des patients et de calculer en temps réel comment, en changeant leurs empreintes, on va modifier leur répartition des contraintes sur les articulations au niveau des membres inférieurs. Et puis après, leur demander, ici en réalité virtuelle, de simplement se caler sur les empreintes qu'ils voient tout en marchant. Une fois que les patients viennent dans ce genre de système de laboratoire, de pointe, on ne peut pas mettre ces laboratoires partout dans tous les cabinets médicaux. Donc, on espère pouvoir extraire les paramètres importants, et c'est ce qu'on commence à faire, pour avoir des applications, soit sur un ordinateur portable, soit sur iPhone, pour permettre à un médecin du sport, un rhumatologue, un kinésithérapeute d'aider son patient sur les paramètres qui sont importants pour lui. Donc, avec cette réalité mixte, augmentée ou virtuelle, on va augmenter nos données, on va certainement augmenter nos connaissances, on va pouvoir faire des interfaces avec l'intelligence artificielle entre toutes ces sources de données, on va pouvoir générer des algorithmes d'apprentissage pour estimer les risques individuels, et on espère sortir des paramètres cliniques qui soient probants pour améliorer la prise en charge des patients, pour faire cette prise en charge personnalisée, pour préparer des traitements avec des jeux numériques, que ce soit des traitements médicaux ou des traitements chirurgicaux. Le seul but étant bien sûr la réussite du traitement pour tous les patients. Alors là, je vous ai présenté beaucoup d'images statiques et comme on veut faire beaucoup de dynamique dans notre laboratoire, c'est un espoir énorme pour les patients qui souffrent d'arthrose. Un laboratoire unique au monde ouvre aujourd'hui au CHUV, à Lausanne, pour étudier et traiter cette maladie. Il n'existait jusqu'ici aucun moyen efficace de stopper sa progression. C'est un espoir énorme pour les patients qui souffrent d'arthrose. Un laboratoire unique au monde ouvre aujourd'hui au CHUV, à Lausanne, pour étudier et traiter cette maladie. Il n'existait jusqu'ici aucun moyen efficace de stopper sa progression ou de soulager les douleurs. C'est le grand format de ce journal, il est signé Delphine Mistelli. Une balade bucolique au bord du lac Léman ou sur les coteaux de la Vaud, un dispositif immersif pour mieux comprendre et soigner l'arthrose, cette dégénérescence du cartilage qui rend les articulations douloureuses. C'est la maladie articulaire la plus fréquente et une des principales causes de handicap. L'arthrose, actuellement, n'a pas de traitement pour l'éviter. Ça, c'est un gros problème de santé publique. Il y a 90% des gens de plus de 65 ans qui ont une forme d'arthrose et on n'a pas de moyen de l'arrêter. Par contre, on peut soulager les symptômes et c'est ce sur quoi on travaille. On a toujours le problème qu'on est juste au niveau du ligament. Ouais. Mais c'est le point de référence. Des capteurs aux endroits les plus sensibles, des dizaines de caméras et un sol intelligent qui s'incline pour récolter toutes les particularités du patient en conditions presque réelles. Grâce à des algorithmes très puissants, le patient peut corriger sa marche de manière aussi ludique qu'un jeu vidéo. On va maintenant afficher une cible, une façon de marcher qui serait plus intéressante pour vous. Et maintenant, simplement, essayez de marcher, d'adapter votre marche de façon à être sur les cibles qui vous sont proposées. Si on arrive à améliorer la mécanique, on peut espérer ralentir la progression. On peut imaginer avoir des données de mouvements qui peuvent aider à la prise en charge chirurgicale, par exemple. Et si on se place encore plus loin après la pose d'une prothèse, en cas de complications, on peut imaginer avoir des données de mouvement qui peuvent donner des informations. Car pour les patients très atteints, la pose d'une prothèse s'avère souvent inévitable. Mais 20% des personnes opérées continuent de souffrir de manière inexpliquée. Ce dispositif pourrait aussi les soulager. C'est un énorme espoir. En fait, c'est effectivement s'axer sur les 20% de gens qui ont encore des douleurs après l'opération, mais c'est aussi s'axer sur une reprise plus rapide des activités de loisirs pour les patients. Et puis là, on parle beaucoup du genou. On peut l'adapter à la hanche, on peut l'adapter à la colonne. On a des projets qui vont commencer sur les épaules. Donc on peut l'élargir un peu sur toute la mécanique du corps.
L'aboutissement de 10 ans de recherche arrive aujourd'hui au chevet des personnes qui souffrent d'arthrose, une avancée pour contrer cette maladie complexe et encore largement incomprise. Toutes nos félicitations. C'est du prédictif, c'est très intéressant. Professeur Sedel. Oui. Extrêmement intéressant, je vous félicite. Effectivement, c'est remarquable parce que j'ai beaucoup visité de laboratoires, disons qu'il y avait les mêmes objectifs et le vôtre paraît tout à fait au point, enfin, puis utilise des méthodes tout à fait nouvelles. Alors, j'ai une question. À aucun moment vous ne parlez des matériaux de frottement. Alors, voilà ma question. Bon, c'est un petit peu lié à ça. Vous ne faites pas de relation entre les mauvais résultats qu'on a sur le genou, enfin connus, 20%, mais aussi plus 30% de malades un peu insatisfaits. Enfin, insatisfaits, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas courir, enfin, ils ne peuvent pas faire de choses importantes. Et vous mettez bien ça en relation avec l'existence du polyéthylène. Je dis ça, alors, en fait, la question, c'est l'autre question. Pourquoi vous ne regarderiez pas au niveau de la hanche, puisque la hanche a des matériaux différents. Vous avez des hanches céramique sur plastique, double mobilité. C'est à peu près les trois types de hanches, j'imagine, que vous mettez. Pourquoi vous ne regardez pas si en fonction des matériaux, vous n'avez pas un impact sur la marche, justement, si vous faites marcher vos patients sur votre système, si vous n'avez pas trouvé des différences? Moi, je pense que vous allez en trouver. C'est pour ça que je vous propose ça. Puisque pour l'instant, au niveau des genoux, on n'a que le choix entre céramique sur plastique ou métal sur plastique, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas encore céramique sur céramique. On l'aura peut-être un jour si j'arrive à développer mon projet, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, donc la question, c'est celle-là. Est-ce que vous pensez que ça a un impact? Parce que ça, à ce moment-là, ça devient le rôle biologique des matériaux qu'on utilise. Vous voyez, je reviens à la biologie, c'est plus de la mécanique pure. Alors, quelque part, là, je n'ai pas beaucoup disons, à commenter sur les matériaux eux-mêmes, mais avec ce genre d'installation, que vous vouliez utiliser une prothèse sur mesure, comme on l'évoquait avant, que vous vouliez changer les matériaux de la prothèse, quelque part, on fait un peu comme une boîte noire. On regarde si le traitement que vous apportez, il améliore la situation du patient en situation réelle. Donc, on sera amené certainement à tester des prothèses céramique sur céramique ou des prothèses polyéthylène sur céramique ou métal sur métal, mais on veut voir concrètement pour le patient comment ça se passe pour lui. Après, on dira c'est peut-être mieux ou c'est peut-être moins bien. Et sur le milieu cycle de marche, on va pouvoir prouver que si toutes les prothèses à 1 an, elles donnent à peu près les mêmes résultats, en fait, à 2, 5 ans, on va voir des différences et ça sera crucial pour les futurs implants. Professeur Benamou. Voilà. Je voulais vous féliciter avec Jean-Claude Coffinal, avec l'ensemble de l'Académie. On travaille sur les sujets que vous avez évoqués de manière très, très importante en provoquant une réunion nationale sur le thème de la chirurgie 4.0. Ce matin, on faisait une présentation du lien entre l'IA, la robotique et l'exploration des patients et la meilleure adaptation finalement à d'une part une chirurgie prédictive, personnalisée, basée sur des jumeaux numériques finalement qui deviennent... on a l'impression qu'on peut maintenant, à partir de 100 patients réels, on travaille sur 100 patients virtuels, qui est son propre jumeau, qui va être comparable grâce à l'IA à une population à peu près équivalente, avec l'expérience d'un réseau de chirurgiens qui ont travaillé sur la même typologie de patients. Et donc là, vous explorez quelque chose qui nous convient totalement, et on aimerait bien vous avoir avec Jean-Claude le 28-29 novembre. On vous invite à présenter ce film. Ça devrait être... ça va passionner tout le monde. Devant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le château Goncourt, ce qui est très joli. Ah, merci beaucoup. Ouais, c'est l'ancienne école polytechnique. Docteur Chaboch. Oui, encore une fois, merci. Est-ce qu'on pourrait encore aller plus loin? C'est-à-dire de concevoir, grâce à des micropuces qu'on implanterait avant l'opération ou éventuellement après, sur l'os, sur la partie immédiatement sous le cartilage, par exemple, pour enregistrer
ce qui se passe à ce niveau. Autrement dit, d'avoir des capteurs nanométriques qui actuellement, techniquement, sont concevables. Alors, je sais qu'il existe des capteurs très intéressants qu'on peut placer comme des lentilles de contact, par exemple, pour les yeux. Là, le problème, après, il devient plus éthique, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut proposer à un patient de lui insérer un capteur dont on ne sait pas le résultat par la suite et dont on ne sait pas non plus, quelque part, la résistance sur le long terme. J'ai travaillé, ça reste un état encore de phase pré-industrielle, mais sur une prothèse intelligente où on avait inséré une capsule complète d'analyse à l'intérieur du polyéthylène de la prothèse, mais actuellement, ça bute en termes de normes européennes parce que chaque composant doit être certifié. Et qu'est-ce qui se passe si le polyéthylène se rompt pour n'importe quelle question pour le patient et quelles sont les conséquences? Donc, le problème, je pense, il n'est plus vraiment technique, il est vraiment au niveau éthique. Quelles sont les conséquences pour le patient de cette technologie? Docteur Couffinal. Oui, deux petites choses. Là, sur les capteurs, il y a des expérimentations animales qui ont été faites, bon, vous le savez très bien, mais avec des capteurs résorbables, avec des temps de résorbable. Voilà, on arrive à avoir exactement toutes les données enfin, les datas que l'on souhaite avec un matériel résorbable, absolument résorbable. Mais ce n'était pas ce que je voulais dire. Je veux dire, effectivement, on est dans l'idéal et ça y est, on y arrive avec ce que vous faites. Je crois que ce qui est très important à un niveau beaucoup plus conceptuel, c'est de voir qu'actuellement, la planification, qui est un élément essentiel je veux dire, de la boucle du numérique de toute la chirurgie, est encore dans la tête, enfin, dans nos têtes, en tout cas pour les chirurgiens orthopédiques, je parle pour eux, ils vont pouvoir m'argumenter, c'était oui, que la planification était en fait de pouvoir placer, je vais dire, la prothèse avec, comme il le voulait, avec un angle, etc., etc. Et on voit que la planification actuellement est plus intégrée comme un facteur de précision et non pas comme un facteur d'adaptation de sa technique. Or, l'élément très important, c'est justement que nos planifications, là, je ne le prends pas pour l'orthopédie, mais pour nos autres chirurgies, la planification doit être un élément d'amélioration permanent de notre pratique. C'est-à-dire alors on le pense que, vous avez parlé des registres, etc. La voie la plus importante, c'est l'apprentissage fédéré. C'est-à-dire de savoir que sur toutes, soit matériel, soit les techniques, on puisse avoir une boucle avec un machine learning partagé, où il n'y a pas de problème d'anonymat, puisque c'est l'algorithme qui se promène, hein, donc les datas restent absolument dans les centres et le modèle complet se fait. Et quand vous allez faire votre planification, revient ce dont vous avez parlé, l'aide à les décisions et un benchmark en temps réel à travers toutes les interventions qui ont été faites. Oui, tout à donc fait. on est vraiment, là vous êtes... voilà, Tout à fait. Vous préparez les choses pour les 15 ans à venir. Hein. Exactement, c'est ce qu'on veut faire. Ah, docteur Chaboch. Pour en revenir au 4.0, l'année dernière, Pascal Sénélard nous avait exposé le tout début de l'ordinateur quantique et nous avait exposé l'intrication quantique. Et elle nous avait expliqué à la fin de sa conférence qu'ils étaient tout à fait intéressés par la biologie pour justement créer ces sortes d'implants nanométriques qui seraient éventuellement résorbables, mais nanométriques, c'est-à-dire vraiment presque à la taille de la cellule. Et ça, avec des renseignements possibles qui peuvent tout changer pour nous. On a les outils et on a la réflexion. Parce que le 4.0, le web 4.0, c'est le web de l'ADN. C'est vraiment le web cellulaire. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle de chirurgie 4.0, c'est-à-dire qu'il va falloir lier la technologie, les dispositifs avec les biomarqueurs et avec les biomédicaments. Et on a parlé tout à l'heure de la médecine régénérative tissulaire, etc. Voilà, c'est cette combinaison incroyable qui est aujourd'hui possible, semble possible, elle est apportée.
Et on va commencer à vérifier ce qu'elle peut apporter véritablement. Voilà, mais c'est ça le sens. Il y a une autre piste de recherche actuellement dans les labos qui est au niveau de la biomécanique, mais cellulaire. Alors, ça je ne sais pas pourquoi, les biologistes, ils appellent ça plutôt mécanobiologie. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils sont en train de regarder ce qui se passe au niveau d'une cellule. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait une forme de mécanique des fluides, puis une transmission avec des transducteurs. D'une part mécanique qui modifiait le noyau, dans sa réponse, et une partie électrochimique en quelque sorte. Ça, ils sont en train de le tester au niveau des cellules. Donc, c'est pour ça que c'est très, très large si on veut essayer d'avancer un petit peu dans ce domaine. Voilà. Encore merci beaucoup et la séance est suspendue. Prochaine séance le 2 octobre prochain.